Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je reçois deux intervenants qui sont Carole Mengui et Pierre Chancelhomme pour un sujet autour des soft skills. Bonjour Carole, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Carole Mengui, je suis cofondatrice de Weather Skills et d'HTS Consulting. Donc en un mot, c'est quoi Weather Skills? C'est une solution qui permet aux collaborateurs de faire le point sur leurs compétences et leur motivation professionnelle pour bénéficier derrière de recommandations RH personnalisées, donc des propositions de formation ou de métiers qui pourraient leur correspondre. Et côté HTS Consulting, c'est un cabinet de conseil où on accompagne en fait nos clients sur tout ce qui est prospective métier et conception de référentiels de compétences. Ça marche. Alors Pierre qui représente l'Observatoire des métiers des télécoms. Pierre, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Pierre Chancelhomme, responsable de l'Observatoire des métiers des télécoms. Donc qu'est-ce que c'est que l'Observatoire des métiers des télécoms? C'est classiquement, pour ceux qui connaissent, c'est un OPMQC, donc c'est un observatoire paritaire, prospective, qui s'occupe d'anticiper les grandes mutations du secteur et d'en tirer les conclusions nécessaires sur l'évolution de l'emploi et des compétences. Donc on est évidemment un organisme du dialogue social de la branche des télécoms, juste pour faire quand même un petit peu de description. C'est quoi les télécoms en France? C'est environ 85 000 salariés de droit privé. C'est un secteur qui est extrêmement concentré autour des 3-4 grandes entreprises que vous connaissez tous, donc les grands opérateurs, les Orange, les Altice SFR, les Bouygues, les Free. Il y a des entreprises qui sont tout aussi importantes, mais peut-être de taille plus modeste, qui sont ce qu'on appelle des opérateurs d'infrastructure, comme TDF, comme Total, comme Axione, d'autres, qui ont, elles, pour mission de créer des nouveaux réseaux de télécommunications, notamment poser de la fibre dans les fameuses zones RIP. Et puis, on a des très petites entreprises, mais qui peuvent être, par exemple, des filiales de très grands groupes internationaux, parce qu'elles ont ces entreprises ont un petit bout de réseau en France, et puis on a quelques très petites entreprises. Enfin, on est un secteur qui est extrêmement concentré et qui correspond, pour faire simple, globalement au monde des opérateurs de télécommunications et de services Internet, que ce soit pour les entreprises et pour les particuliers. Et l'Observatoire des métiers, c'est très simplement l'organisme du dialogue social de la branche qui s'occupe de prospective et que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui. Voilà. Super. Alors, durant ce webinaire, on va aborder trois axes. D'abord, on va revenir sur une étude qui a été menée par l'Observatoire sur les compétences transverses fondamentales pour le secteur. Ensuite, Carole nous présentera un top 10 des soft skills en 2021. Et puis, on fera un focus plus précis sur 3 soft skills en particulier. Alors, première question, Pierre, pourquoi avoir mené cette étude au niveau de l'Observatoire ? On voulait faire un point sur un sujet qui, je dirais, était un peu dans l'air du temps. Et on a voulu faire ce point à un double niveau. On a d'abord voulu faire un état des lieux de la littérature dans le domaine, en France et à l'international. Et en même temps, on a voulu quantifier, commencer à peser le poids réel des compétences transverses dans les entreprises du secteur, à la fois par une analyse croisée des référentiels de compétences et en particulier commencer à creuser un peu le sujet des compétences transverses dans les pratiques de formation des entreprises du secteur. Donc sur le premier point, ce qui est intéressant, on a croisé, je sais pas, 20-30 études françaises internationales de toutes catégories, c'est-à-dire qu'on a des organismes universitaires, on a des grands cabinets de conseil, on a des organismes comme le World Economic Forum, on a évidemment l'Europe, on a pareil 20 ou 30 référentiels qui sont présents. Donc je dirais il y a une richesse de la matière théorique sur les compétences transverses qui est extrême. Moi, quand j'ai commencé, finalement, j'en avais pas couvert la moitié, donc j'ai dû beaucoup travailler cette question. Et quand on fait rapidement une synthèse de ces éléments, on se rend compte qu'il y a finalement des éléments qui sont extrêmement convergents dans toutes ces études et qui tournent autour de ce que moi j'ai appelé dans l'étude un scénario central. Alors, ce scénario central, il est de quoi parle-t-il, de quoi s'agit-il? C'est une hypothèse sur l'évolution du travail, finalement, qui est une hypothèse qui part d'éléments qui sont partagés, entre autres celui de la digitalisation progressive et inéluctable des entreprises et de l'automatisation d'un certain nombre de nouvelles tâches qui ne sont pas les tâches de l'industrie, mais qui sont les tâches de bureau, et en particulier sur un sujet comme celui du RPA, mais pas que,
on va dire, tout ce qui est automatisation des tâches simples de saisie et traitement de l'information. Bon. Donc là, il y a, et on met de côté pour l'instant tout ce qui est IA, parce que on va dire que l'IA pose un certain nombre de problèmes on va dire, sur le concept même d'IA, et donc on va laisser cette question de notre côté pour parler simplement de digitalisation et d'automatisation des situations de travail. Et on se rend compte que ce mouvement inéluctable qui fait l'objet d'une analyse partagée par un certain nombre d'acteurs et d'auteurs, elle aboutit à quoi? Elle aboutit à des situations de travail qui sont de plus en plus complexes et qui sont des situations de travail où finalement on passe d'un monde anciennement industriel à prescription stricte à un monde qui est de plus en plus à prescription ouverte. Donc ça, c'était le constat. Et c'est bien aussi le cas chez nous, sachant qu'il ne faut pas non plus dire que ça concerne 100% des emplois. Évidemment, on a des emplois qui sont dans le secteur totalement et encore extrêmement procéduraux. Par exemple, la pose de la fibre, c'est quelque chose qui est extrêmement précis avec des méthodes. Et il ne s'agit pas de faire preuve de créativité, au contraire, il s'agit de respecter les consignes. Mais pour autant, dans nos industries, on est quand même beaucoup drivé par les technos et l'innovation. On est de plus en plus confronté à ces situations de travail. Et là où la littérature converge également, au-delà de l'analyse de ce parcours inéluctable vers plus de digitalisation, d'automatisation, voire demain d'IA, derrière, il y a immédiatement un corollaire automatique qui est fait sur l'augmentation de la demande en compétences transverses. Donc, il y aurait un lien très précis entre l'avènement de ces nouvelles conditions de travail et l'augmentation de la demande, et là on parle bien des employeurs, de la demande en compétences transverses, lesquelles peuvent être analysées globalement en deux grands objets qui sont les compétences sociales, relationnelles, comportementales, et des compétences d'ordre plus cognitif. Alors après on aura un débat sur quel est le poids de l'un et de l'autre et qu'est-ce qui est le plus recherché, mais c'était l'idée. Donc c'est ce qu'on constate, c'est la première partie de l'étude, c'est de se dire, voilà, on a un scénario central vers plus d'automatisation, on a une baisse de la demande d'un certain nombre de compétences, y compris des compétences cognitives de base, par exemple sur le traitement de base, la saisie et le traitement de base de l'information, et on a des besoins de plus en plus marqués sur des compétences comme la coopération, sur des compétences d'apprentissage, voilà. Donc ça, c'était l'idée. Et puis à côté, ça s'accompagne évidemment d'un boom extraordinaire, parce que ça, c'est qu'une partie du diagnostic, le boom extraordinaire sur la demande des compétences technologiques. Donc ça, c'est ce qu'on lit dans la littérature, en France, à l'étranger, que ça soit des grands organismes internationaux comme le World Economic Forum, des grands cabinets de conseil, mais en France également des organismes d'État ou du paritarisme comme le COE, d'autres. Donc voilà, on a ce constat-là. Et ce qu'on voulait faire également, c'est commencer à le comparer avec la réalité de notre secteur, parce qu'a priori, l'Observatoire, sa mission, c'est bien de travailler pour le secteur des télécommunications. Donc on a fait deux choses. On a regardé la progression du poids des compétences transverses dans les référentiels et le poids dans les politiques de formation. Et effectivement, on se rend compte, de par cette analyse, que ces 10 dernières années, il y a une explosion, en tout cas dans les référentiels, une augmentation de la présence de ces compétences. Et notamment tout ce qui relève du relationnel qui, aujourd'hui, prend de plus en plus de poids et d'importance. Voilà, en gros, pour faire simple, quels étaient les objectifs de cette étude et ses premiers résultats. Ça marche. Alors, pour revenir un peu et contextualiser tout ça, la crise sanitaire a engendré un certain nombre de changements, a accéléré certains process. Les situations de travail ont donc fortement évolué, Pierre. Oui. Alors effectivement, on est dans un secteur très particulier dans le sens où on est parmi les industries au cœur du digital, puisqu'on fournit des infrastructures, des services, des réseaux, des data centers, des services de communication et de cloud, et que pour une fois, l'adage qui dit que le chausseur n'est pas celui qui est une chaussée ne s'est pas vérifié, au contraire, puisque globalement, on a pu passer au télétravail quasiment du jour au lendemain sans difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une majorité de process qui étaient digitalisés. Donc là, on est en train de mener avec l'Observatoire une petite étude sur impact Covid sur le secteur, et on n'a pas fini, mais un des premiers enseignements, c'est de se dire que
finalement, il y a 3 catégories. Il y a eu pendant ces périodes de confinement, il y a encore 3 catégories de salariés. Ceux qui pouvaient à 100% télétravailler, ceux qui, de par notamment leur lien avec des fonctions techniques terrain, ne pouvaient pas télétravailler, et ceux qui étaient dans des situations hybrides. Et la répartition, c'est 60, à peu près. C'est une moyenne et ça méritera d'être peut-être précisé jusqu'à la publication de l'étude, mais à ce jour, c'est 60% de personnes qui ont pu télétravailler, 20% qui ne pouvaient pas télétravailler absolument et 20% d'hybrides. Mais dans certaines entreprises, on est quasiment à un 80-20. Dans les 20 qui n'ont pas pu travailler, ce sont certaines fonctions techniques qui sont très liées aux outils cœur de réseau, très peu, et beaucoup les personnels qui ont continué à déployer, maintenir, entretenir les réseaux de communication qui, au passage, ont tenu, et je pense qu'on peut saluer les salariés du secteur, parce que si on avait été privé d'Internet et ou d'électricité ou des deux, ça aurait été peut-être plus grave que nos pénuries de papier toilette. Donc l'industrie a tenu, les réseaux ont été dimensionnés correctement et on a tous pu télétravailler correctement. Donc on est sur cette répartition-là, ce qui veut dire que je parlais tout à l'heure d'un indice qu'on pouvait mettre en avant, qui est l'indice de digitalisation des métiers et des processus. Dans le secteur, on en a un qui est très fort, qui est naturellement peut-être beaucoup plus fort que dans d'autres secteurs. C'est la raison pour laquelle on a pu beaucoup télétravailler. Donc ça, c'est le premier point. Après, dans le détail, en dehors du télétravail, en dehors des téléréunions, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que globalement, le Covid a été un facteur et est toujours un facteur d'accélération d'un processus de digitalisation des métiers dont on parlait tout à l'heure. Alors, là où je réserve mon diagnostic, c'est que l'objet de l'étude sera de préciser ça, justement, grande famille de métiers par grande famille de métiers, et que pour l'instant, je ne peux pas vous donner plus de détails. Donc voilà, on essaiera de rendre quelque chose en septembre, aux alentours de septembre, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, si on voulait résumer en 2 mots, chez nous, beaucoup de télétravail. On a eu très, très peu de chômage partiel. J'ai pas beaucoup de données sur voilà, mais on a eu par exemple un peu moins de 600 personnes qui ont été dans des dispositifs de formation FNE autour du télétravail. Donc, c'est très, très peu. Donc, encore une fois, le premier point, c'est télétravail et indice de digitalisation extrêmement avancé, mais qui se renforce grâce au Covid, ou à cause du Covid. Voilà. Et puis quand même une accélération, hein, on l'a dit, notamment de la digitalisation grâce, je ne sais pas comment dire, à la crise sanitaire. Hein. Voilà. Avec un seul exemple de fermeture. Alors évidemment, il faudrait peut-être parler des boutiques, parce que les boutiques, à un moment donné, ont été totalement fermées, puis elles ont réouvert, puis il y a eu différentes étapes. Mais globalement, si on part de la partie, on va dire, retail des telcos, évidemment, là, il y a eu des effets considérables, mais qui là aussi apporte, par exemple, du positif, puisqu'aujourd'hui, on prend rendez-vous dans sa boutique, donc il y a moins de gens qui passent pour acheter un accessoire comme ça de manière un peu spontanée. Par contre, les salariés peuvent plus facilement préparer leur entretien, avoir une préqualification des prospects, enfin des clients qui rentrent en boutique de meilleure qualité. Et finalement, ça fait avancer la partie distribution grand public dans un monde beaucoup plus digitalisé. Et ça fait peut-être gagner quelques années supplémentaires sur ce sujet-là. C'est un des exemples qu'on peut citer. Est-ce que tu as une idée des compétences, des soft skills les plus prisées dans le secteur actuellement? Alors, je pense que alors, par rapport au Covid ou globalement? Globalement. Bon. Et éventuellement, si le Covid a modifié ces critères. Alors, globalement, oui, il faut revenir, je pense, si on veut avoir une lecture fiable des choses aux fondamentaux du secteur. On est un secteur où il y a 65% à peu près de cadres et d'ingénieurs. Donc, on a, et globalement, la répartition des métiers, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important, c'est à peu près 40% de métiers techniques, 45% de métiers clients, on va mettre là-dedans le marketing, la relation client, les boutiques, etc. Et 15% de métiers support, dans lequel on va retrouver les RH, la finance, le contrôle de gestion, etc. Donc,
on a 45%, on a 40% de métiers techniques. Dans les opérateurs, en moyenne, dans tous les opérateurs, c'est le cas par exemple chez Orange, chez SFR, mais si on va chez un TDF, qui est un opérateur d'infrastructure, on va monter à 70%, à peu près 2/3 de métiers techniques. Donc, on est un secteur totalement drivé par ça quand même. Donc ça veut dire que dans la répartition des compétences, on retrouve quand même des compétences qui sont très clairement marquées par cette spécificité-là. Donc on va retrouver, et ça ne sera pas une surprise pour personne, dans les compétences transverses, une grande partie, la majeure partie réservée aux compétences relationnelles, et dans les parties relationnelles, on va trouver tout ce qui est collaboration, projet, communication, ce qui relève finalement de l'efficacité voilà, au quotidien dans la gestion des projets. Donc ça, c'est très clair. Et sur la partie cognitive qui est moins présente, on va retrouver des items classiques, mais qui sont importants dans des industries drivées par l'innovation et les technologies, qui sont l'esprit entrepreneurial, la créativité, ce genre de choses. Est-ce que par rapport à ça, le Covid a pu changer un petit peu la donne? Je pense que je pense que ça, on va en parler plus tard, mais évidemment, la partie organisation, autonomie, résilience, communication, agilité avec les outils digitaux de base, mais pas que d'ailleurs, un certain nombre d'outils métiers liés à la collaboration à distance, tout ça a pris beaucoup de poids, comme partout ailleurs. Voilà, je pense que c'est un premier élément de réponse. Ça marche. Alors Carole, on t'a pas trop embêté depuis le début de ce webinaire. On va découvrir avec toi le top 10 des soft skills. Ouais, alors peut-être avant de faire la liste, vous dire d'où ça vient ces soft skills. Donc en fait, on utilise nous Wiser Skills pour finalement avoir une vision des grandes tendances sur les compétences. Donc là, on fait un focus sur les soft skills, mais on a toute la partie technique bien entendu aussi. Pour identifier les soft skills et les tendances, on a 3 sources. La première, en fait, on a des petits robots qui regardent ce qui se passe sur Internet, notamment sur les job boards, pour nous dire, bah voilà, il y a des métiers qui sont en train d'apparaître, qui sont en train de changer de nom, des nouvelles compétences qui apparaissent, et quel est le poids finalement des compétences dans les offres d'emploi. On a une deuxième source d'information qui est en fait Wiser Skills, puisque Wiser Skills s'est déployé au sein de plus d'une vingtaine de grands comptes dans tout secteur confondu, puisqu'on travaille avec des entreprises comme BPCE, comme la Société Générale, Valeo, Air France ou autres. Et puis, on a une troisième source qui est plus les experts, des experts métiers, qui vont nous permettre d'avoir des tendances et d'être plus en prospective. Par exemple, on a été interviewé dernièrement un certain nombre de personnes autour des green skills. Aujourd'hui, si vous regardez sur Google, qu'est-ce qui se passe au niveau des compétences dites green skills ou liées au développement durable, vous avez très peu de choses qui sortent. Or, on est convaincu que c'est un des sujets qui est finalement celui de demain en dehors du digital et enfin en plus du digital et des évolutions qu'on connaît. Et donc on va voir des experts métiers, des gens qui ont une capacité à se projeter dans l'avenir et à nous dire voilà, pour moi c'est ça qui va bouger, etc. Donc, tout ça en fait nous permet d'avoir finalement un observatoire qui nous permet d'avoir une vision de ce qui peut se passer et de ce qui se passe. Quand on regarde au niveau des soft skills, donc c'est un baromètre qu'on a mis en place de manière annuelle. En fait, on regarde le top 10 des soft skills et comment ça évolue en termes de demande. Et on n'est pas uniquement sur ce que l'on a au niveau du web, qui est finalement les job boards, mais on a aussi l'interne, puisqu'en fait, comme je disais, on travaille avec un certain nombre de grands comptes sur le sujet, ce qui permet du coup de voir un petit peu l'impact aujourd'hui qu'on a notamment de la digitalisation du Covid sur le top 10, puisqu'en fait, ce top 10 qui était quand même assez stable sur les dernières années, a assez bougé sur la dernière année du fait du Covid. Donc, pourquoi? Parce que, on a du coup un premier sujet qui est bien entendu tout ce qui est travail à distance. Et celui qui arrive là sur le courant de l'année, c'est les modes de travail hybride, qui est un vrai sujet dans toutes les organisations. Le deuxième sujet, c'est une accélération des programmes digitaux. On a un certain nombre de projets qui étaient à l'état de test, qui ont été déployés en un temps record. Personne n'y croyait et en 3 semaines, on s'est retrouvé avec des choses qui ont été déployées sur tous les collaborateurs. Et donc, du coup, des impacts sur les tâches quotidiennes, sur les activités et donc sur les compétences. Et puis derrière, tout un sujet autour de l'apprentissage qui était déjà présent avant la crise, mais qui s'est encore plus
développé, avec le côté ça bouge tellement vite que l'on est finalement tous obligés d'apprendre à apprendre, et c'est finalement une compétence qui devient cœur pour tout le monde, quel que soit notre métier, d'être en capacité d'acquérir des nouvelles compétences, de se remettre en cause et de se développer au quotidien sans attendre que notre responsable formation nous appelle en disant voilà, il faut que tu ailles à cette formation, allez s'il te plaît, prends 1 heure pour aller te former sur ce sujet-là. Là, c'est plus le sujet, il faut que les collaborateurs soient acteurs de leur développement. Donc, si on regarde le top 10, donc en fait, on en a fait une petite liste, voilà. Donc, ce que je viens de dire, apprentissage permanent qui arrive en premier et qui finalement c'est la capacité à apprendre, et on a aussi la capacité à désapprendre. C'est un point qui est hyper important et qui est assez déstabilisant quand on n'a pas été éduqué à ça. On voit dans un certain nombre de métiers des changements qui sont colossaux. Je pense au métier de la paie, au métier de la comptabilité, au métier des back-office, des middle office, à tout ce qui est dans l'assurance, gestion de sinistres, etc. Ce sont des métiers qui changent énormément et avec en plus des contextes réglementaires qui peuvent être très mouvants, qui font que on est obligé de faire d'une certaine façon et puis d'un coup, ça change et du coup, il faut modifier les choses. Donc, l'apprentissage permanent qui est du coup aujourd'hui unanimement reconnu comme, je dirais, la compétence socle qu'il faut qu'on développe tous. Ensuite, on en a une autour de l'aisance digitale et qui est sur le fait de capacité à s'approprier des nouveaux outils et canaux de communication. Carole, oui. Excuse-moi, ce top 10, il est, on l'interprète de 1 à 10. Apprentissage permanent, c'est le numéro 1 du moment? Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus demandé aux collaborateurs, effectivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un socle commun à tous les métiers. Celui qui est en dernier, typiquement, qui est la résilience et la capacité à rebondir, qui fait son entrée dans le top 10 cette année, on ne va pas l'attendre de tout le monde. Il est plutôt contextuel, celui-ci. Il est plutôt contextuel. Il est contextuel, mais il est hyper important sur des métiers notamment de management. Les managers qui ont été hyper sollicités et qui sont encore extrêmement sollicités pendant cette crise et qui, du coup, doivent développer cette compétence, qui est une compétence sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais qui est assez compliquée à développer, parce qu'en fait, finalement, comment on l'évalue, comment on mesure, comment on la développe, etc. au quotidien, puisqu'on voit qu'il suffit pas d'aller juste en formation pour se dire c'est ça les techniques de résilience et puis vas-y débrouille-toi quoi. Donc voilà, ça c'est effectivement plutôt de 1 à 10. Après, effectivement, choisir entre apprentissage permanent et aisance digitale, c'est quelque part évidemment qu'il nous faut les deux dans une très grande partie de métier. Puisqu'en fait, l'aisance digitale aujourd'hui est clé, notamment pour tous ceux qui sont à distance. Et dans l'aisance digitale, on va avoir, là, on a mis comme exemple la capacité à s'approprier de nouveaux outils, les canaux de communication. On voit aujourd'hui qu'on a un sujet dans toutes les entreprises, c'est-à-dire comment je communique, comment je touche mon collaborateur. Des collaborateurs qui vous disent, mais je sais même plus quel outil je dois utiliser. Est-ce que je peux utiliser WhatsApp? Est-ce que je peux utiliser Klaxoon, etc. Mais comment je m'en sers, etc. Et puis derrière, vous avez aussi tout un sujet qui est sur la capacité à s'informer dans un monde digital et à recouper des informations pour pouvoir du coup derrière prendre les bonnes décisions. La capacité d'adaptation, qui était quelque chose qui était très présent depuis quelques années, mais qui se renforce avec dans les référentiels des différences entre autour de l'agilité, avant c'était vraiment la capacité d'adaptation. Maintenant, on voit dans les référentiels, on a des sets de compétences un peu plus riches autour de ça. Ensuite, on a tout un pan qui sont 3 compétences qui sont quelque part, je pense que j'aurais fait le webinaire il y a 10 ans, on les aurait eues. La capacité d'analyse qui est pour le coup hyper importante. Tout ce qui est coopération, transversalité, travail en réseau, pareil, c'est des choses qui sont extrêmement demandées et qui continuent de l'être. Tout ce qui est communication et impact. Donc, on est sur l'écrit et sur l'oral, et sur l'écrit et l'oral avec une adaptation en fonction de ses interlocuteurs. Donc, on va pouvoir avoir tout ce qui est le champ de l'empathie, de l'écoute active et autres. Et puis après, tout ce qui est capacité à s'adapter en fonction du canal de communication. On ne va pas communiquer de la même manière sur un chat que sur un mail, etc. Et on voit que là-dessus, c'est pas forcément inné pour tout le monde. Et il y a besoin de former pour que tout le monde soit à l'aise. Le leadership, évidemment, il est dans tous les socles managériaux. La pratique d'ailleurs des référentiels et des sets de compétences
très clair sur le leadership et extrêmement travaillé par les entreprises, avec la capacité à mobiliser les collaborateurs, vraiment donner du sens et emmener les équipes. On voit d'ailleurs que dans les entreprises qui ont fait le choix d'être des entreprises à mission, il y a un vrai travail autour de ça, de manière à vraiment porter le sens et à faire en sorte que chaque collaborateur finalement puisse derrière dans ses actes quotidiens porter la mission de l'entreprise. La pédagogie, elle est importante et elle est aussi très forte dans les métiers techniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que parce que là on parle de soft skills, mais tout ça se fait dans un mouvement d'hyper-spécialisation des métiers. C'est-à-dire qu'on a plein de métiers hyper spécialisés qui apparaissent, que ce soit côté technique, que ce soit dans la com, dans le market, dans les RH aussi, on voit qu'on est de plus en plus spécialisés. Et tous ces métiers-là doivent coopérer ensemble et donc doivent être en capacité d'expliquer leur métier et d'aider leurs interlocuteurs à comprendre et à avancer avec eux. Donc la pédagogie est extrêmement importante. Et tout ce qui est résolution de problèmes complexes, là, on est clairement sur l'impact du digital. On voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement attendu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est acte simple est en train d'être automatisé et que, quel que soit mon métier, quand on va me solliciter, c'est pour traiter un problème complexe. Et le dernier point, j'en ai parlé, résilience et capacité à rebondir, qui pour le coup fait son entrée dans le top 10. Et ceux qui sortent, c'est quoi? C'est tout ce qui est innovation et créativité. Puisqu'en fait, la partie innovation et créativité était quelque chose qui était, on avait aussi tout ce qui était intrapreneuriat qui était recherché. Avant, c'était vraiment attendu chez tout le monde. Maintenant, c'est très logé au niveau des équipes du design ou de la conception d'offres. On demande plus tant d'innover aujourd'hui. On est plus sur finalement la capacité à prendre la bonne décision, mais ça sert à rien de créer des nouvelles choses. Sauf évidemment sur les fonctions innovation. Mais là, ce qu'on regarde, c'est tout métier confondu. Donc évidemment, mécaniquement, à un moment, c'est des choses qui sortent quand on fait un top 10. Alors, tu as mis que les compétences liées à l'innovation et à la créativité sont devancées effectivement par la résilience et la capacité à rebondir. Pour autant, c'est pas des compétences qui disparaissent. Non. Elles sont pour certains métiers, pour certains métiers ou certaines entreprises, ce top 10 n'est pas forcément celui-ci. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le top 10, il va fondamentalement changer en fonction du marché, du secteur dont on parle, et en fonction des métiers que l'on va regarder. Il est bien évident que entre des métiers de la relation client, des métiers d'ingénieur, des métiers de maintenance ou autres, on va pas du tout attendre les mêmes choses des collaborateurs. Par contre, ce qui aujourd'hui émerge sur le marché, c'est quand même la volonté des entreprises d'avoir une sorte de socle commun de manière à pouvoir du coup traduire finalement le projet d'entreprise, et c'est souvent fait dans les soft skills. Et on voit, parce que nous, en fait, côté Wiser Skills, on apporte un référentiel dynamique. En fait, on a une base de compétences qui bouge et qui est mise à jour en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les clients sont très à l'aise sur les compétences techniques pour faire ça, mais sur les soft skills, il y a un côté, ouais, mais moi j'aimerais bien les appeler comme j'ai envie. Et je pense que c'est hyper important pour moi, en tant qu'entreprise, marque employeur, de pouvoir dire que pour moi, le top 5 des soft skills chez moi, c'est ça. Et qu'elle s'appelle comme ça, et que derrière, je sois capable d'expliquer à mes collaborateurs pourquoi j'attends ça d'eux. Et ça, c'est pour le coup quelque chose qui est extrêmement marqué et qui, en plus, va permettre de créer de la transversalité, puisque ce dont on n'a pas parlé, c'est que avec toutes les modifications qu'on voit aujourd'hui au niveau des métiers et de l'emploi, on va tous être amenés à avoir des parcours de carrière beaucoup moins linéaires. Les parcours tout tracés où on sortait de l'école et on savait ce qu'on allait faire dans 10 ans, c'est fini. Et du coup, on doit être beaucoup plus agile. On doit pouvoir être capable finalement d'avoir des pas de côté, de faire des parcours un peu moins fléchés. Et les soft skills nous donnent finalement une première étape, donc toute la partie finalement commune à tous les métiers. Et puis après, il y a toutes les compétences dites plus transversales, tout ce qui est projet, data, etc. Où là, on va avoir, si on rajoute ça, des capacités finalement à créer des parcours très diversifiés et hyper intéressants pour les gens, et à aussi maintenir l'employabilité des gens, parce qu'en fait,
il y a quand même un certain nombre de métiers qui sont en profonde transformation aujourd'hui ou en attrition. Alors, il y a Gérard qui nous dit « Je suis surpris de ne pas voir capacité de synthèse dans le top 10 ». Oui, bah là, il doit être 11 ou 12, hein, c'est toujours pareil. Et donc, du coup, effectivement, ça fait partie des soft skills qui n'est pas aujourd'hui dans le top 10, mais qui est extrêmement importante. Pour vous donner une idée, quand on regarde, on a, nous, plus de 200 soft skills qui sont recensés. Alors, quand je parle de 200 soft skills, c'est de la micro-compétence. Et on a, quand on fait les regroupements au niveau de l'ontologie, on a aujourd'hui une quinzaine de macro-compétences que l'on suit de manière à pouvoir identifier les tendances. Mais effectivement, tout ce qui est capacité d'analyse est souvent couplé à la capacité de synthèse. Et puis Sonia nous dit que LinkedIn vient de sortir une étude sur les compétences phares en 2021 et que, selon eux, la créativité arrive en top 3. Ouais, bah, LinkedIn, c'est un job board. Donc, à un moment, voilà, donc c'est quelque chose qui peut sortir sur certains réseaux. Nous, on regarde tous les job boards existants et puis on regarde ce qui se passe dans les entreprises. Et quand vous regardez ce que les RH cherchent aujourd'hui quand ils veulent staffer un job en interne, ils ne veulent pas mettre créativité en premier. Enfin, en tout cas, pas nos clients. Donc, effectivement, si je cherche un UX designer, si je cherche le responsable du lab innovation, un marketeur, c'est des choses que je vais chercher. Par contre, pour un certain nombre de métiers, je vais plutôt chercher quelqu'un qui va prendre la bonne décision et une capacité de résolution de problèmes complexes ou simples en fonction des situations de travail. Ça marche. Alors, on va poser une petite question au public là, par rapport à ces 10 soft skills. L'idée que vous nous indiquiez, selon vous, les 3 soft skills les plus importants pour vous en 2021. Je vous laisse répondre, hein, je vous laisse 1 ou 2 minutes. Allez-y. Hein. On va voir si on arrive au même classement. Est-ce que selon toi, Carole, la crise a fait que les soft skills ont pris encore plus d'importance? Parce qu'on sait que cette stratégie, même au niveau RH, hein, de valoriser et de recruter en mettant plus aujourd'hui l'accent sur les soft skills, c'était plutôt une tendance anglo-saxonne et que en France, on a toujours été quand même assez en retard sur ces pratiques. C'est un vaste débat. Hein. D'ailleurs, on est tous persuadés que les soft skills sont ce qui fait finalement la réussite d'un recrutement. Et pour autant, on voit bien que les recruteurs ont tendance quand même à privilégier les hard skills quand ils choisissent. L'autre sujet, et nous on le voit parce que dans nos algorithmes de matching, en fait, on permet à nos clients de pondérer. Est-ce que finalement, je vais faire plutôt une recommandation sur la base des soft skills ou des hard skills? Et j'ai très peu de clients qui vont être beaucoup sur la soft skills, tout simplement parce qu'à un moment, il y a une réalité métier. Pour autant, ce qu'on sait, c'est que le digital fait qu'on a besoin et renforce le besoin soft skills. Quand on parle des green skills dont je parlais tout à l'heure, tout ce qui est développement durable, ce sont des compétences qui vont être aussi hyper importantes et notamment d'ailleurs, on va retrouver la créativité et la capacité à innover pour faire face aux enjeux du développement durable, notamment environnementaux. Et donc, en gros, il y a un besoin de soft skills. Pour autant, il y a une difficulté opérationnelle dans les entreprises. Cette difficulté, elle est comment je nomme ces soft skills, donc une question de langage commun, et comment j'évalue ces soft skills, parce qu'en fait, finalement, est-ce que mes managers sont armés pour le faire? Est-ce que je déploie des tests psychométriques alors que je sais qu'il y a un biais dedans? Comment je fais pour faire ça? Et donc, du coup, il y a un vrai sujet autour de l'évaluation qui fait que, voilà, on a des difficultés aujourd'hui pour les évaluer, les valoriser et les développer. Et tout le monde travaille là-dessus. Et c'est pour ça aussi que la tendance du manager coach, le mot est un peu d'ailleurs passé de mode. Maintenant, on parle plus de développeur de compétences, et a été complètement renforcé par la crise. Par contre, la difficulté, c'est que quand je suis à distance,
finalement accompagner un collaborateur sur le développement de ses soft skills, c'est encore plus compliqué que quand je suis avec lui. Et donc, du coup, on voit aujourd'hui des outils apparaître pour aider le manager à vraiment parler des soft skills avec son collaborateur, et puis des systèmes de formation ou de capsules pédagogiques qui se développent de manière à pouvoir apporter des contenus, parce que c'est un point important. Il ne faut pas confondre personnalité et soft skills. Les traits de personnalité, c'est des choses finalement que vous avez en vous, je ne pourrais pas les changer. Par contre, les soft skills, il y a des techniques. Même quand on parle de résilience, de capacité à rebondir, il y a des trucs en fait. Il y a des trucs à connaître, il y a des formations à suivre pour pouvoir finalement développer cette compétence. L'écoute active, c'est des techniques. Et donc tout ça en fait sont des choses qui aujourd'hui sont très travaillées par les entreprises, avec dans les plans de formation des propositions qui n'existaient pas sur tout ce qui est résilience ou autre au sein des plans de formation qui apparaissent. Alors, les résultats de ce petit sondage. Alors, en premier arrive la capacité d'adaptation. Et puis ensuite, l'apprentissage permanent et coopération, transversalité, travail en réseau, qui sont les trois compétences qui, pour le public aujourd'hui, sont les compétences les plus importantes. Et vient ensuite la résilience et la capacité à rebondir. Donc, on n'a pas tout à fait la même photographie que... Je voulais peut-être juste apporter un petit commentaire. Moi, je suis pas étonné des résultats. Chez nous, l'apprentissage permanent, c'est quelque chose de fondamental, du fait que, on va dire en particulier dans notre population d'ingénieurs, ils arrivent avec un background technique qu'ils ont pu améliorer, par exemple pendant la période d'alternance, mais qui va être valable, on va dire, aujourd'hui entre 2 à 5 ans, alors qu'il y a peut-être 20 ans, on pouvait avoir des cycles technologiques un petit peu plus longs. Donc, ça veut dire de toute façon que ce type de population-là, qui sont encore une fois très importantes chez nous, ils sont totalement dans la nécessité de faire vivre par eux-mêmes leur capital de connaissances et de compétences technologiques, et qu'une des compétences de type soft skills qui va être valorisée par les managers, c'est quelque chose qui n'apparaît pas en tant que tel, mais qui est extrêmement important, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'on attend de ces personnes-là qui fassent eux-mêmes ce processus d'apprentissage permanent. Et derrière l'apprentissage permanent, il y a plusieurs choses. C'est la curiosité, c'est-à-dire la capacité à aller se poser les bonnes questions avant même que ça devienne une question métier, portée par le métier. Ça suppose aussi les anges digitales, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de ces recherches d'informations qui vont se faire via des réseaux qui sont plus ou moins informels, en tout cas qui sont en dehors de l'entreprise, qui se situent dans le cadre de communautés professionnelles. On voit bien, par exemple, que dans le monde du logiciel libre, je dirais la notion de communauté professionnelle est fondamentale. Donc ça, ce sont des compétences qui sont au cœur des compétences qui sont demandées chez nos ingénieurs et techniciens, qui représentent encore une fois un pourcentage considérable de nos personnels. Et je voulais aussi dire une autre chose qui reboucle sur ce qu'on disait sur le recrutement tout à l'heure. Oui, en France, on recrute sur des compétences métiers. De mon point de vue, c'est relativement normal. Encore une fois, si on parle d'un ingénieur réseau, s'il doit connaître telle ou telle gamme de routeurs Cisco ou tel produit Juniper ou Huawei, c'est oui ou c'est non. Enfin, je veux dire, c'est comme quand vous recrutez un conducteur d'autobus, ça va être compliqué quand même de valoriser ses soft skills s'il n'a pas son permis de conduire. Donc, ça, c'est rédhibitoire. Et voilà. Et donc, en même temps, voilà, ça, c'est le premier point. Il ne faut pas avoir ce réflexe de dire les compétences soft skills se substituent aux compétences métiers. Elles sont sans doute sous-valorisées dans le cadre du recrutement. Ça a été vu notamment par une enquête de l'APEC. Je pense que c'est un peu moins le cas dans notre secteur qu'ailleurs, mais pour autant, je pense qu'il est tout à fait encore normal qu'on recrute sur les compétences métiers. En revanche, les compétences soft skills comme la curiosité, l'apprentissage permanent, en particulier je reprends mon exemple des ingénieurs, elles sont complètement en cohérence avec le cœur de compétences techniques, c'est ça que je veux dire. Et qu'un bon technicien, un bon ingénieur, quelqu'un qui va être créatif, il va être forcément curieux, et s'il est curieux, il va savoir se servir des outils de recherche d'informations sur le web, il saura faire de l'apprentissage permanent, il saura sans doute aussi faire partager une problématique technique, c'est-à-dire communiquer, faire de l'apprentissage collectif avec ses collègues, et pas garder l'information pour lui et dans une dynamique de travail en réseau. Donc tout
tout ça est lié et je pense que une des difficultés en dehors de la formation, de l'évaluation et du positionnement des soft skills dans les parcours, c'est de pouvoir lier tout ça en un ensemble cohérent qui fasse sens du point de vue de l'employeur et du point de vue de l'employé. C'est là-dessus sans doute où au-delà de nos référentiels et de notre wording de spécialistes, on a sans doute des progrès peut-être à faire. Voilà, c'est ça que je voulais apporter comme commentaire. Ça marche. Alors, il y a Florence qui nous dit « Soft skills et aisance digitale, n'est-ce pas plutôt une compétence qui est accompagnée par des formations techniques plus que liée à une posture, en fait ?» C'est tout le sujet, c'est-à-dire que si on déploie un nouvel outil et qu'il faut que je sois formée à chaque fois, en fait, ça pose une question d'aisance digitale. Et en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont développé cette capacité, que vous voyez d'ailleurs sur les enfants, vous leur donnez une tablette, ils prennent une tablette, ils testent. Moi, j'ai des enfants, c'est juste hallucinant. Ils n'ont pas peur de cliquer. Quand vous déployez un outil aujourd'hui dans les organisations, vous avez un certain nombre de gens qui ne cliquent pas parce qu'ils ont peur de ce que ça pourrait faire. Et en fait, notre sujet, c'est pas de me former à Excel ou de me former à Klaxoon ou autre. C'est qu'à un moment, en tant qu'individu, je prends l'outil, je regarde et j'essaye d'améliorer. Et si je sais pas, je demande à un collègue, etc. Et du coup, je prends en main un nouvel outil sans avoir cette appréhension. C'est un côté un peu de test and learn qu'on essaye de développer chez les collaborateurs. Et typiquement, si on prend les métiers chez toi, Christophe, sur la partie communication événementielle, je suppose que dans vos métiers, vous êtes passé juste d'une partie qui était physique à un truc où vous avez tous dû faire des webinaires ou autre. Si vous n'aviez pas l'aisance digitale à ce moment-là, c'est compliqué, quoi, et trouver un formateur ou alors aller s'inscrire sur Coursera ou LinkedIn Learning pour faire une formation. Voilà. En fait, à un moment, il faut se jeter à l'eau et c'est ça qu'on attend. Il y a cette partie-là et il y a la partie s'informer dans un monde digital qui est aussi extrêmement importante. Il y a quelqu'un qui parlait dans le fil d'actualité d'esprit critique ou Oui. C'est un peu lié, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut recouper de l'information. Il faut être en capacité de se dire finalement sur ce sujet, mes sources, est-ce qu'elles sont fiables, etc. Et donc c'est vraiment tout un sujet qui se développe. Et puis après, il y a le côté quel canal de communication pour quel usage qui est aussi là-dedans. Et on voit aujourd'hui, je parlais des difficultés à communiquer aux collaborateurs parce que on se rend compte que je sais pas, vous avez déployé Yammer, ils y vont pas. Donc, du coup, vous vous retrouvez à vous dire, faut que je renvoie des mails. Donc, plus vous envoyez de mails, moins ils vont sur Yammer. Enfin, voilà. Et tout ça, en fait qu'à un moment, il y a des problématiques internes qui font que on est un peu bloqué pour avancer. Donc, c'est tout ce champ de compétences, en fait, qui est derrière Aisance Digitale. Bien entendu, sur certains outils, il faudra une formation. Mais pour autant, ce qui est quand même attendu aujourd'hui des collaborateurs, c'est cette capacité à s'approprier les outils sans passer 2 semaines ou 3 semaines en formation. Enfin, les temps où on déployait un nouvel outil et on envoyait les gens 3 semaines en formation sont quand même assez, aujourd'hui, c'est quand même assez rare. Peut-être sur certains ERP, on le fait encore, mais c'est quand même… Alors, comme le dit Gérard, je suis assez d'accord, les hard skills restent les fondations en fait du poste. Et ensuite, effectivement, l'entreprise va, dans le cas d'un recrutement ou d'une mobilité, sélectionner son ou sa candidate en fonction des soft skills qui vont différencier deux collaborateurs ayant des compétences techniques équivalentes. Effectivement, et il faut vraiment se méfier des jugements un peu rapides et notamment de tout ce qu'on peut lire sur Internet qui dit, en gros, si vous voulez être employé de demain, développez vos soft skills. À un moment, il faut savoir aussi faire autre chose et les compétences métiers sont hyper importantes. La difficulté sur les compétences métiers, c'est qu'elles s'hyper spécialisent et qu'elles changent dans certains métiers de manière très rapide. Et je partage la difficulté de concentration, difficulté qui nous touche aussi à nous. Et notamment, un vrai sujet aujourd'hui, c'est la gestion du temps qui est liée à ça. Et il y a des techniques qui sont aujourd'hui, il y a pas mal notamment avec l'arrivée des modes de travail hybrides, puisqu'on va revenir vraisemblablement sur du part-time au bureau, part-time chez nous, des capacités d'organisation et de gestion du temps qui vont être très importantes
pour que les collaborateurs finalement se sentent bien et puissent bien effectuer leurs tâches. Et c'est vrai ce que dit Iseut, les enfants ont des réelles difficultés d'apprentissage et de concentration, notamment en distanciel. Moi, je l'ai constaté avec mes 2 enfants en distanciel. Les moyennes ont chuté de 30% parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre devant un ordinateur sans être accompagnés par une maîtresse, un maître, un prof, etc. Et je pense qu'au niveau des adultes, il y a forcément aussi cette problématique pour certaines personnes qui n'arrivent pas à effectuer leur travail correctement en télétravail. On a cette problématique aussi, hein. Et d'ailleurs, la situation actuelle a montré une des difficultés majeures pour beaucoup de personnes, c'est l'absence de lien, en fait. L'absence de lien collectif qui freine l'apprentissage, qui freine la vie de tous les jours, hein, le relationnel, le bien-être au travail, etc. Tout à fait. Alors, tu voulais faire un focus sur 3 soft skills. Après, je peux peut-être reprendre les questions, mais ce qu'on s'était dit en préparant avec Pierre, c'est que il y avait cette notion d'apprentissage permanent qui était vraiment importante, sur lequel en fait il y avait un sujet, une difficulté qui est comment est-ce qu'on apprend à apprendre. Et à se former en continu, et on voit que là pour le coup on est sur des sujets où juste la formation ne peut pas apporter une solution en soi. On voulait aussi parler de résilience, comment est-ce qu'on forme, comment on identifie la résilience, comment on la développe. Et donc du coup sur ces compétences-là, Pierre me disait mais comment est-ce que tes clients font pour développer ces compétences? Et donc du coup, je leur ai un peu posé la question, puis j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans les plans de formation, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le premier sujet, c'est comment je les nomme, ces compétences, comment je les identifie, je les cartographie. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est un sujet de langage commun, puis après un peu technique qui est de pouvoir savoir qui a quelles compétences, ces compétences-là. Ensuite, sur ces compétences-là, il y a une vraie difficulté aujourd'hui au niveau des entreprises, qui est ce qu'on appelle, qui est toute la partie créer un climat de sécurité psychologique. Et on commence à le voir un peu sur Internet, on en parle. C'est ce qu'on appelait encore il y a quelques années, enfin ce qu'on appelle toujours, mais on en parlait beaucoup, du droit à l'erreur. Et qui, pour le coup, pose des vraies difficultés. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez des managers qui parfois peuvent aller en prison si vous avez une erreur, et de l'autre côté, des collaborateurs à qui on vous dit, voilà, il faut le droit à l'erreur. Et pour le coup, on sait que pour développer tout ce qui est capacité d'apprentissage, l'apprentissage, c'est parfois, il va falloir faire du test and learn, donc il va falloir faire quelques erreurs. Et sur la résilience et la capacité à rebondir, on est en plein là-dedans. Donc là, on a tout ce sujet-là et cette difficulté-là dans les organisations. Le deuxième point, après, ça va être, une fois que je sais quelles sont les compétences disponibles, donc est-ce que j'ai la résilience, est-ce que j'ai la capacité d'apprentissage, comment je vais emmener la personne pour apprendre plus, pour avoir une meilleure capacité de rebond. Et là, en fait, on est en plein dans l'accompagnement managérial. On est en plein dans le manager coach. Si le manager de proximité n'est pas sur le pont sur ces sujets-là, on ne va pas progresser. Donc, ce que font les entreprises, c'est qu'ils proposent des capsules pédagogiques qui vont permettre finalement de développer des techniques d'apprentissage, par exemple l'ancrage mémoriel, savoir voilà quand est-ce qu'il faut que je relise un truc pour le mémoriser, me connaître. Il y a des tests qui existent pour savoir comment est-ce que j'apprends, de manière à pouvoir du coup m'adapter. Sur la résilience, vous avez un certain nombre aussi de techniques. Donc tout ça, on les donne aux collaborateurs, mais derrière, on sait que si le manager et les collègues n'aident pas, à un moment, ce truc-là servira à rien. Et donc, en fait, derrière, ça va être le manager qui va pouvoir identifier, finalement, il faut que tu te développes là-dessus, et qui va proposer des actions pour développer les choses. Et pour proposer les actions, il ne faut pas le laisser seul, parce que le pauvre manager, on lui demande déjà plein de trucs. Et donc, c'est là, en fait, où il y a des outils qui vont lui dire, voilà, il faut que tu fasses ça, tu peux faire tes actions, etc., de manière à aider le collaborateur à monter en compétence. Sur tout ce qui est communication et impact, Pierre me disait, c'est une compétence hyper importante, il faut en parler, etc. Communication et impact, c'est une compétence qui est assez facile quelque part, parce que il suffit d'aller faire une formation à la prise de parole en public ou à la capacité à écrire, etc. Donc ça, pour le coup, c'est plus facile parce que plus connu et plus technique quelque part. C'est une soft skills, mais qui se base quand même sur un fond technique. Et donc là-dessus, je dirais c'est un fond de catalogue de formation que les entreprises ont depuis des années. Et en fait, les évolutions, elles sont plus sur les techniques pédagogiques
que sur le fond, puisqu'en fait, c'est des matériaux qu'on connaît, mais maintenant, voilà, on a la chance d'avoir dans la EdTech beaucoup d'innovations qui permettent de développer ça. Il y a des expériences qui sont aussi intéressantes de coaching à distance où on vous met en situation à distance et vous avez des coachs qui, voilà, par des webinars ou par du téléphone, vous aident, vous font progresser avec des petites sessions. Et on voit qu'aujourd'hui, on est aussi sorti des trucs qu'on vous fait faire 3 jours présentiel. On est vraiment sur du blended learning où on va séquencer les choses pour que ça puisse vraiment percoler et être acquis par le collaborateur. Ça marche. Il y a Dominique qui nous dit effectivement à condition que le salarié ait envie d'apprendre. Mais ça, oui, effectivement, il y a un axe important qui est de maintenir et de développer la motivation et l'engagement de ses collaborateurs. C'est un peu aussi comme sur l'histoire du bien-être au travail. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne peux pas faire le bonheur de mes collaborateurs si ils n'ont pas aussi à un moment cette envie d'eux. Et sur l'apprentissage, si quelqu'un ne veut pas apprendre, on ne le fera pas apprendre. Et je crois qu'on fait tous parfois l'expérience avec nos enfants sur certains sujets. Ouais, et l'envie aujourd'hui, elle est aussi très corrélée à la notion de... Les salariés ont besoin d'avoir un peu de perspective là sur ce retour, notamment dans les bureaux, sur l'avenir, qu'est-ce qui va se passer. Et je pense que les entreprises ont tout intérêt à établir des feuilles de route, même à court terme, pour établir un peu la motivation des collaborateurs. Avec la difficulté des protocoles où finalement on se dit voilà, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a un besoin très fort de lien social. Ouais. Finalement, de se retrouver, et puis les terrasses de café en témoignent, de se retrouver et pouvoir voir des gens et sortir finalement de ce cercle restreint qu'on a vu pendant un certain temps. Et pour le coup, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Donc, c'est bien ça qui est aujourd'hui à l'étude dans les entreprises et un retour sur site qui effectivement est hyper attendu, mais qui doit être fait dans les bonnes conditions. Et André qui nous dit souvent la capacité d'apprentissage permanente est en friction avec l'impératif de production. Comment voyez-vous cette contradiction ? Vous savez, j'ai des clients qui font un truc qui s'appelle 1 heure pour moi. Et 1 heure pour moi, c'est 1 heure dans la semaine pour apprendre. Alors, ça dépend d'à quel moment tu places cette heure. Hein. Ouais, mais j'ai des clients en banque qui ferment l'agence pendant 1 heure. Évidemment, c'est pas une pratique simple parce que ça a un impératif de production en face, etc. Et c'est très rare parce qu'en fait, à un moment, on est tous en train de courir. Aujourd'hui, d'ailleurs, si on regarde, tout le monde dit je n'ai pas le temps d'eux. Et c'est, je pense, aussi lié au mode distanciel où en fait on enchaîne des calls, en fait tout doit aller plus vite. On peut même plus arriver avec 2 minutes de retard en webinaire, enfin en WebEx en retard ou autre. Tout le monde, enfin si vous arrivez avec 2 minutes de retard sur un Teams, vous avez tout le monde qui vous explique quand même que vous êtes en retard. Ça n'arrivait jamais en présentiel. En fait, vous avez une espèce de truc où les gens ont l'impression de ne plus avoir de temps. Et effectivement, le premier truc sur lequel on va flexer tous naturellement, c'est l'apprentissage. Pour autant, parfois, il faut se dire qu'en prenant un quart d'heure pour se former sur un sujet, on gagne du temps. Ah, t'as fait le buzz avec ton mais pour le coup, franchement, ceux qui l'ont fait, c'est super, mais après, c'est hyper compliqué à rentrer dans des plannings de prod, quoi. Enfin, ça marche. Ok. Ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires ? Est-ce qu'on a pris toutes les questions ? Pierre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Peut-être en guise de conclusion générale, effectivement, le retour sur site, c'est fondamental. Il y a une partie vie sociale au travail qui est extraordinairement importante. Je pense que même aussi pour la réussite de projet, on ne peut pas tout faire à distance. Et que, on peut tous se projeter dans un monde où, on aura des manières différentes de travailler, parce que je pense que le télétravail est en train de s'imposer comme une modalité parmi d'autres.
Il y a, c'est un truisme de le dire, mais puisqu'on est dans le monde du dialogue social, il y a un effet Covid sur la négociation, soit d'accords, de nouveaux accords sur le télétravail, soit d'avenants aux accords existants. Mais puis il y a eu un anis sur le sujet, donc il y a une actu là-dessus. Donc voilà, donc je pense que l'idée, c'est pas tellement, si ce n'est de revenir au monde d'avant, mais trouver de nouveaux équilibres productifs pour tout le monde. C'était en tout cas ça l'idée, avec évidemment au centre les outils digitaux qui nous permettent tous quand même de continuer à travailler et en général à bien travailler. En tout cas, dans notre monde à nous, c'est clair. Ça marche. On va prendre une dernière question qui est: est-ce que l'auto-évaluation, ça marche, Carole? Je vais pas dire non, mais pour le coup, ça marche. On a, nous, aujourd'hui, un retour. On a créé en 2016 un Weather Skills. C'était basé uniquement sur le self-assessment. Depuis, on a quand même encadré les choses et rajouté des outils complémentaires. Ce qu'on observe, c'est que sur certains métiers, sur des compétences techniques, cœur de métier, c'est pas mal d'avoir quelques quiz techniques quand même pour pouvoir conforter l'évaluation. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des gens qui osent pas mettre, qui ils savent pas quelque chose qui est vraiment cœur de métier, ce que ça reviendrait à dire je suis pas capable, je suis pas apte à faire mon métier. Donc on voit que sur certaines compétences techniques, c'est bien d'avoir des quiz. Il y a toujours un débat sur est-ce que le manager est capable d'évaluer que le collaborateur. En fait, ce qu'on observe, c'est que les gens sont fidèles par rapport à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et déjà, rien que ça, c'est super parce que ça permet derrière d'enclencher un dialogue managérial et de les faire monter en compétences. Et moi, je suis assez bluffée quand on monte nos cartographies de compétences à des managers, notamment des directeurs d'entités, et qu'on leur dit, voilà les compétences sur lesquelles ils se sentent pas bons. Et là, vous avez les directeurs qui vous regardent en disant, mais c'est quand même les sujets sur lesquels, en fait, mes indicateurs de performance sont pas bons. Oui, c'est juste qu'en fait, les gens, ils sont pas à l'aise sur ce sujet-là, donc ils sont pas bons. En banque, ça va vous donner des compétences techniques de type, comme par hasard, sur l'assurance prévoyance, où toutes les banques veulent aller, ou sur la pro, les gars, ils vous disent juste, ouais, je me suis pas à l'aise. Sur la partie projet, sur tout ce qui est gestion des délais, c'est pareil, les gens vous disent, je suis pas très à l'aise là-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est ça. Donc, en conclusion, moi, je dirais que le self-assessment, ça fonctionne, et c'est un outil de plus, dans notre attirail RH pour pouvoir accompagner la montée en compétences. Et pour autant, les outils, même s'ils sont basés sur l'intelligence artificielle, ne doivent à aucun moment remplacer le dialogue entre les RH, les managers et les collaborateurs. Et ça, c'est une vraie conviction, c'est-à-dire que nous, on est là pour aider, mais on ne peut pas remplacer, puisqu'en fait, il y a toute une sensibilité des choses qui se passent en interpersonnel qui sont hyper importantes, et notamment pour développer les collaborateurs, ça va se jouer aussi sur ça. Et le retour sur site va être aussi un moment important pour ça, parce que les liens managériaux se font aussi en présentiel, même si on peut les faire à distance, c'est aussi bien d'avoir quelques contacts physiques. Ça marche. Eh bien, merci Carole, merci Pierre, et merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite un excellent appétit et une bonne après-midi. Merci, au revoir. Merci. Au revoir Pierre, au revoir Carole. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci à vous. Et merci d'avoir accepté l'idée de faire ce webinaire. Je pense que ça s'est pas trop mal passé. À très bientôt. Merci Pierre. Merci. Merci Christophe, au revoir. Au revoir.